clac. Voilà, c'est bon. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Et alors, aujourd'hui, exceptionnellement, je ne vais pas dire bonsoir Joachim, parce que je ne suis pas en studio, mais je suis à Lyon. Et donc, je dis juste bonsoir Quentin. Bonsoir. Parce que c'est Quentin qui va faire la technique. Double technique, parce que j'ai un super appareil en face de moi que je ne maîtrise absolument pas, donc c'est lui qui vient de s'en occuper. Et en plus, c'est Quentin qui filme, donc vous ne le voyez pas, il est derrière la caméra. Et donc, pourquoi est-ce que je suis à Lyon, à votre avis? Eh bien, en fait, parce que je vais interviewer ce soir une personne qui vraiment m'interpelle et surtout que j'avais envie de rencontrer. Et donc, Christophe Hague, bonsoir. Bonsoir Laurence. Comment allez-vous? Super, je rentre à peine de Corse là, donc D'accord. snorkeling au turquoise, donc je suis zen, dispo, positif pour vous. Ah bah, impeccable, parfait. Donc on va faire un petit retour quand même sur les vacances aussi, comment vous avez géré ça, comment on revient de vacances, parce que c'est bien les vacances, mais il faut revenir aussi après. Et donc, Christophe Hague, pourquoi Christophe Hague? En fait, pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas, il y en a peut-être 2 ou 3 qui vivent dans une grotte et qui à l'heure actuelle ne vous connaissent pas, mais simplement parce que Christophe Hague, vous êtes l'auteur de La Contagion émotionnelle aux éditions Albin Michel, qui est en fait, alors c'est gros, d'accord. Quand je l'ai reçu, c'est vrai que je me suis dit, oula, il va falloir le lire. Et honnêtement, ça se lit, mais comme un roman. Pourquoi? Parce que vous êtes un raconteur. Et vous racontez des histoires, et vos histoires, elles sont à chaque fois, après, expliquées par une petite synthèse un peu plus scientifique. Mais ce livre, je trouve que c'est vraiment une mine d'or. Alors, au niveau personnel, au niveau des coachs, donc tous mes collègues coachs et autres, je vous le conseille parce que franchement, il y a matière à, il est vraiment très très bien. Et donc, Christophe, aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de votre bouquin, mais surtout de vous, si ça vous convient. Ça me convient, puis merci pour les gentils mots que vous avez par rapport à ce travail. Eh bien, si je les ai mis, c'est que je le pensais. Voilà, parce que si je ne le pensais pas, je peux vous assurer que je ne l'aurais pas mis. Et donc, en fait, ici, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que j'ai envie de parler de l'homme derrière le livre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que parler du livre, en fait, moi, ça me fait penser un petit peu quand il y a un nouveau film qui sort. Vous savez, on a des teasings partout. Alors, on voit toutes les images, on voit toutes les scènes importantes. Et puis, quand vous allez voir le film, il y a 2 options. Soit vous n'avez pas du tout envie d'aller le voir parce que vous avez tout vu. Soit quand vous allez le voir, en fait, vous sortez de là en vous disant, oui, et alors? Hormis les liens entre les scènes, je l'avais déjà vu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ce genre de tout cas. à fait. Ouais. Et donc c'est pour ça que, même par rapport à ce livre, il y a eu un peu de teasing. Et d'ailleurs, juste j'ouvre une petite parenthèse, ce qui est rigolo, c'est le teaser de ce bouquin. Vous avez la voix off de Denzel Washington oui, j'adore. En VF, qui fait aussi Pierce Brosnan, Russell Crowe, etc. Donc on a essayé de donner un minimum d'informations. Et c'est vrai, moi en fait, tout est dans le livre, et les stars de ce bouquin sont les grands témoins. Donc c'est eux en fait qui se racontent, et je pense qu'effectivement faut aller plonger là-dedans, rentrer un petit peu dans leur peau, et là vous allez découvrir vraiment le bouquin. Tout ce que je raconte un petit peu de manière un peu short des fois dans les médias, effectivement c'est juste des espèces d'apéritifs, de mise en bouche. Mais le vrai contenu, il est là-dedans, donc il y a plein de choses à découvre. C'est ça, et j'ai vraiment envie de laisser le futur lecteur, en fait, mais le découvrir au fur et à mesure. Donc oui, on va faire des liens, évidemment, avec le livre, sinon on ne serait pas là. Mais vraiment, je vais essayer d'être plus en dehors, en fait, comme vous dites, out of the box, pour essayer de dire, oui, mais voilà, allez voir, vous voulez la réponse, allez voir dans le livre, et puis vous verrez. Donc, alors Christophe Hague, moi, il y a une chose quand même qui est assez impressionnante, c'est que moi, je vous connais, mais vous ne me connaissez pas. Parce qu'en fait, je vous ai rencontré de loin, il y a 1 an et demi, lors d'un congrès DCF, donc les dirigeants commerciaux de France, à Nantes. Et vous veniez faire une conférence sur l'intelligence émotionnelle. Et avant d'aller au congrès, j'avais regardé le programme. Et puis, j'avais vu Christophe Hague, intelligence émotionnelle. Je me suis dit, OK. Et puis, alors, j'ai vu votre biographie. Alors là, par contre, je prends mon petit texte et je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est ce qui est noté sur la page de l'EM Lyon. D'accord. Comme ça, on va expliquer en même temps à nos auditeurs qui vous êtes. Donc Christophe Hague, professeur, chercheur, conférencier, essayiste. Le docteur Christophe Hague est professeur en comportement organisationnel, une branche de la psychologie sociale à EM Lyon. Il intervient dans les entreprises via des programmes sur mesure.
Il intervient régulièrement à l'ENA et donne des conférences partout dans le monde. Il s'intéresse au cerveau humain et tout particulièrement à l'utilisation intelligente de nos émotions. Oui, je vous assure, on peut être et émotionné et intelligent en même temps. Et surtout, il essaye en tant que chercheur de décrypter le Da Vinci Code de notre sixième sens. Il travaille avec des populations atypiques comme les artistes, les écrivains, les anciens membres du RAID, des gradés de l'armée, des neuropsychiatres, des neuroscientifiques, les entreprises du CAC 40, les journalistes TV et autres. Son objectif premier est de rendre les découvertes scientifiques accessibles. Comme il le dit, la pédagogie ne s'arrête pas aux portes d'un laboratoire ou d'une salle de cours. Vous avez déjà publié 3 livres très médiatisés, Génération QE, La Poulpe Attitude et Vox Confidentiel. Et en plus, vous publiez des travaux dans les revues académiques prestigieuses. Tout cela est juste? Oui, tout à fait. Alors, je vais vous dire, moi honnêtement, alors je suis quelqu'un de très imagé. Quand j'ai lu cette biographie, moi je m'attendais à voir arriver, vous savez, on va dire un mix du père et du fils d'Indiana Jones. Prenez, un animal bicéphale comme ça. Non, je voyais le professeur Oxford typique. Vous savez, avec le costard en tweed, le pantalon en velours, les cheveux blancs, les lunettes en écaille de tortue et la pipe. Mais c'était vraiment cette image-là qui me venait. Et puis quand je vous ai vu débarquer sur scène, il faut quand même savoir qu'on était donc dans un congrès de managers, de dirigeants d'entreprise, tous col-cravate, limite tailleur pour les femmes. Et puis je vois arriver un gars sur la scène avec le jeans, les baskets, la t-shirt et la veste en cuir. Et là, j'ai dit, waouh! Je me dis, c'est quoi cet extraterrestre qui vient nous parler à des managers en tenue, mais cool, relax, quoi. Et je dois avouer que pendant 1 heure, j'étais en mode bouche bée, quoi. Dory, poisson rouge, et j'ai adoré. Et franchement, vous avez été un des révélateurs pour me sortir de mon côté, ce que j'appelle pingouin, où j'ai pendant des années travaillé aussi en termes de pingouin, avec mon tailleur noir, mon machin. Et du coup, maintenant, voilà, je vais donner cours parfois avec mon pantalon pas de def, ma tunique, peace and love. Et donc, Christophe Hack, merci. Rien que pour ça, merci. Mais je pense qu'il faut être aligné, il faut être soi-même. Moi, je n'ai jamais été, effectivement, costard, cravate. Effectivement, même quand je vais voir des grands patrons du CAC 40, je suis en jean, basket, je suis tel que je suis, je parle avec le même langage que dans ma vie quotidienne. Et je pense que c'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi que des grands patrons ou des... quelque part, viennent vous voir parce qu'ils sentent qu'il y a une pointe d'authenticité. Moi, je triche pas en fait. Et je pense qu'on devrait tous ne pas tricher. Et on est dans une société qui nous invite un peu trop souvent à tricher. Et derrière, ça fait que on joue des personnages. Derrière, on est totalement en dissonance avec qui on est. Et on peut en payer le prix un peu plus tard. À force de mettre de côté ses valeurs, d'enfuir sous des tas de sable finalement qui on est. Au bout d'un moment, votre cerveau, il n'aime pas trop ça. Et il peut se passer 2-3 petites éruptions comme ça, psychiques, à terme. Je vous raconte juste une petite histoire, très rapidement, si vous m'autorisez. Mais j'ai plus trop le temps ces derniers mois. Mais fut une époque, je traversais la frontière suisse et j'allais dans des cliniques privées, voir des anciens cadres de la place parisienne ou londonienne qui étaient burn-outés jusqu'à l'os. Il avait à peu près 50 ans, donc c'est un peu l'âge, c'est généralement vers là qu'on a... Pas peur, j'y suis dans 3 ans. Mais c'est un âge un peu critique de ce point de vue-là, parce que souvent, c'est là que l'explosion un peu se produit, qu'on peut vivre un burn-out. Et donc eux en vivaient un vrai. Alors pas comme celui que vous pouvez retrouver dans les magazines où on vous dit tiens j'ai fait un burn-out cette semaine, la semaine prochaine on va à Rome. Non, un vrai burn-out un peu aigu, donc alité, perte de poids, difficulté à articuler, à socialiser, etc. Bon bref, quelque chose d'assez difficile. Et ces personnes-là me disaient toutes, à un moment, en fait on s'est renié. On en est là parce qu'on a joué un rôle, parce que dès qu'on traversait la porte de l'entreprise, justement, on ne mettait pas que le costume, mais même psychiquement, on s'habillait d'un personnage parce qu'il fallait répondre à certaines normes, on voulait faire plaisir, on voulait être collé au job qu'on nous a donné, et puis derrière, on n'était pas nous-mêmes, et notre corps nous a envoyé un moment des signaux d'alerte qu'on n'a pas trop écoutés, donc à un moment il s'est un peu plus rebellé, et il nous a amené à vivre ça. Donc il y a un vrai risque psychique à se renier en fait. Et après on a les références qu'on a, mais moi j'en ai une que j'aime bien utiliser,
Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre ou de ce film Jurassic Park, Bien sûr. et où vous avez un mathématicien célèbre qui était fictif, mais qui était interprété par Jeff Goldblum, Excellent. et qui disait un moment au concepteur du parc, alors je ne vais pas spoiler les gens qui ont, enfin, ouais, je ne vais pas faire de spoiler là-dessus pour les gens qui n'auraient pas lu ou vu le film, mais à la fin ça se passe plutôt pas bien. Oui. Mais il prévient un moment les concepteurs de ce parc, donc qui veulent exposer des dinosaures, etc., et contrôler la vie de ces dinosaures en ne mettant que des dinosaures femelles dans le parc. Ce mathématicien dit au concepteur du parc, il dit, mais vous êtes fous, la vie, ça se contrôle pas et elle trouve toujours son chemin. Bah, c'est exactement la même chose pour des émotions ou des valeurs qu'on refoule systématiquement et qui veulent vous dire quelque chose. Si vous allez les ensevelir sous des tas de sable, etc., et ça devient une habitude, bah, au bout d'un moment, elle s'intensifie et elle vous explose en fait au visage. Et quand elle vous explose au visage, bah, ça peut être de la dépression, du burn-out, etc. Et pour dire, bah non, t'es engagé sur la mauvaise autoroute, il faut que tu sors de cette autoroute. Donc voilà, donc, l'idée c'est que bah, voilà, si on est un peu plus soi-même, et ça passe aussi par le vestimentaire, bah, derrière bah, on aura peut-être une vie un peu plus relaxe d'un point de vue émotionnel. En accord avec soi. Et en accord avec soi. Et d'ailleurs, lorsqu'on ne met pas la cravate, on perd 1 degré de température corporelle. Et si on a des métiers un peu stressants, ben on gère un peu mieux le stress aussi. Voilà. Voilà, donc avis à tous les amateurs de cravate jusqu'à présent. Et donc en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est comment êtes-vous arrivé à ce personnage en fait qui est le vôtre, mais surtout avec la multitude de choses que vous faites. Le petit Christophe alsacien là, dans son petit village, je ne sais pas s'il rêvait de cette vie-là. Et comment est-ce que vous êtes arrivé de ce petit gamin qui était certainement hyper espiègle à l'homme toujours espiègle que vous êtes en fait. Donc c'est maintenant que je me couche sur le divan, c'est ça, et je voilà, parle alors, de ma vie. allez-y Christophe, dites-moi tout, racontez-moi tout. Ouais, donc en fait à la base, moi je voulais, j'avais 2 rêves quand j'étais petit, c'était être soit pilote de chasse, soit détective privé. Pilote de chasse, j'avais une vue un peu, j'étais pas au top de, voilà, donc ça je l'ai un peu abandonné. Détective privé, en fait, je pense que ce que je fais, je suis pas loin de ça. On n'est pas loin. Je suis dans l'investigation, je suis un raconteur d'histoires. Pour raconter des histoires, bah faut aller rencontrer des témoins, faut investiguer, etc. Donc je suis pas très loin de ce premier rêve d'enfant. Mais en gros, moi je suis né dans un tout petit village alsacien. 2000 habitants, on vivait beaucoup dans la nature, issu d'une famille où personne n'avait de diplôme, mais vraiment, même pas le bac, etc. Beaucoup d'autodidactes. Et je crois que moi, ce qui m'a beaucoup plu, je crois, dans le modèle familial, c'est que j'avais beaucoup de personnes qui fonctionnaient au relationnel et qui arrivaient à progresser dans la vie comme ça. Et qui étaient miraculeusement aimées, appréciées par les gens. Sans leur donner autre chose que finalement de la gratitude, du temps d'écoute, de la vraie écoute active. Vous savez, cette espèce en voie de disparition. C'est ça, le truc dont tout le monde société, parle et voilà, que personne ne fait. Quoi. Et que personne ne fait, on veut tous imposer nos points de vue, etc. Moi, j'avais des parents, des grands-parents qui étaient dans cette écoute active. Et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et je pense que depuis toujours, j'ai voulu un petit peu décortiquer tout ça. Dire mais comment ils arrivent à ça alors qu'ils n'ont pas eu d'enseignement, ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas été tout ceci, bon bref. Et mon autre passion c'était l'écriture. Et ça j'écrivais depuis tout petit, etc. J'ai toujours dit, ça j'ai toujours su en fait. J'ai pas dit, je l'ai toujours su, je savais que j'allais écrire des livres. Et des livres plutôt grand public. Albin Michel ou chez Manon a toujours été ma maison d'édition de rêve, et donc je suis heureux d'être chez Albin. Tous les auteurs de science-fiction que j'appréciais étaient là-bas. J'ai un de mes livres qui a été préfacé par exemple par un copain qui s'appelle Bernard Werber, que beaucoup de vos auditeurs doivent connaître, et qui est dans cette maison d'édition aussi. Donc voilà, il y a eu ce cheminement, et après c'est un cheminement de vie. Au départ, moi j'étais engagé dans... Mon frère est un matheux, il faisait de la chimie, il s'est lancé comme ça dans un parcours universitaire jusqu'au doctorat. Je l'ai un peu suivi bêtement, comme on imite un peu son aîné. Je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'était pas mon truc. J'ai fait après une école de management. Et là, j'ai commencé à lire un livre sur l'intelligence émotionnelle, à l'époque, qui était celui de Daniel Goleman. Et je me suis dit, tiens, là, il y a un truc qui est assez intéressant. Et son approche m'a amené à vouloir faire de la recherche, alors que j'étais pas du tout à la base dans un univers qui m'influençait là-dessus, où j'ai pas été imbibé de tout ça. Et voilà, et puis au fur et à mesure, les diplômes sont venus avec,
Mais j'ai toujours une envie, c'est pas faire de la recherche pour faire de la recherche, c'est faire de la recherche fonctionnelle. Moi, je pense d'ailleurs que c'est quasi une faute professionnelle quand on est chercheur de ne pas vouloir parler à ces rats de laboratoire et de ne pas vouloir faire quelque chose, entre guillemets, d'applicable. Et c'est pour ça que je me suis un peu tourné vers les écoles, entre guillemets, de management qui sont finalement assez généralistes, mais pour se dire, bah tiens, la recherche que je fais peut avoir modestement à mon niveau, mais une petite utilité pour les gens. Et cette utilité-là, bah, ce serait bien de la communiquer auprès des gens. Et voilà, c'est le combat de ma vie. Donc je travaille sur des thématiques, effectivement, l'intuition, l'émotion, l'intelligence émotionnelle. Je vais dans des univers assez extrêmes pour mieux les observer, ces phénomènes-là. Parce que quelquefois, dans notre quotidien, ça passe un peu... c'est imperceptible, on a la tête dans le guidon, on ne le voit pas bien. Vous allez voir des négociateurs du RAID qui vous parlent de situations de vie ou de mort, ou des survivants à haute altitude. Bon, bah là... les phénomènes par exemple de contagion émotionnelle, ils les ont bien vécus. C'était c'était très visible. C'était d'un point de vue sensation, c'était avec une intensité folle. Donc là, nous on voit ces phénomènes-là, et derrière on peut bien les observer, les décrypter et mieux les comprendre pour le quotidien. Donc moi cette approche un peu, ça a un nom, ça s'appelle une approche tératologique. C'est un mot qui est assez particulier. Voilà, qui est compliqué, mais pour dire quelque chose de très simple, c'est-à-dire c'est en étudiant les monstres qu'on comprend la normalité. C'est en étudiant les situations extrêmes qu'on comprend le quotidien. Moi j'aime bien étudier la nuit pour comprendre le jour. Et donc c'est tout ce qui guide ma vie. Et puis moi j'ai un principe, c'est qu'il ne faut pas travailler triste. Donc on s'amuse comme on peut dans ce métier. Et donc moi j'aime bien aller à la rencontre de personnages qui ont eu des destinées assez extraordinaires. Et pour moi-même, en fait, m'enrichir de tout ça, me faire grandir, et après, effectivement, partager tout ça avec mes lecteurs, ou mes étudiants, ou les gens que je rencontre, que ce soit au niveau de la société ou en entreprise en particulier. Alors, en fait, en vous écoutant parler, je viens de réfléchir à une chose. En fait, Johnny Hallyday, il a fait de la tératologie. Si vous prenez la chanson, le nom qui m'échappe maintenant, allez, L'envie. Oui. Et on y est. Et c'est quand vous me dites, j'ai dit le jour, la nuit pour comprendre le jour, en fait, toute sa chanson est basée sur donnez-moi quelque chose pour que je puisse apprécier autre chose. Et c'est vrai que c'est important parce qu'on est dans une société qui formate, on est dans une société qui cloisonne. Alors, il paraît que nous sommes à l'ère de la communication, on n'a jamais autant mal communiqué entre êtres humains. On est tous avec notre nez sur notre smartphone, nos téléphones, nos ordinateurs, enfin bon, voilà. Moi, j'ai de me faire la réflexion avec mon fils en arrivant. On est dans une grande ville. Moi, j'ai un petit village perdu avec 504 habitants. Vous arrivez dans la ville, vous dites bonjour, on ne vous répond pas. Ah, au secours, je vais retourner dans ma campagne, là où tout le monde vous dit bonjour. Et limite, vous dit bonjour au chien au passage. Donc, c'est vrai que ce côté, étudier ce qui n'est pas la norme, pour justement pouvoir mieux l'expliquer, mais c'est une technique que je trouve qui est très parlante. En plus, dans votre bouquin, sans de nouveau le spoiler, si je devais donner un petit peu les points, je dirais, alors on a soit la tête dans les étoiles, soit le nez dans les chiffres, soit on est négociateur, soit on est grand psychopathe. Vous avez les survivants de montagne versus l'alpiniste chevronné qui lui a quand même potentiellement des problèmes. Alors, gourou, ou négociateur et grand ténor du barreau. D'ailleurs, ça m'a bien fait rire parce qu'on a plus ou moins la même génération. Et alors, vous m'avez, dans votre livre, en fait, vous parlez à un moment donné d'une série américaine, mais qui a bercé ma jeunesse, qui est Perry Mason. J'adorais, et alors, pour la petite anecdote, ça passait en Belgique le dimanche après-midi. C'était le moment où c'est fini, il ne fallait pas me parler, quoi. Pendant 2 heures, j'étais devant cette émission et je pense que je connais tous les épisodes par cœur. Je peux vous dire à chaque fois qui est là, ça sert, pourquoi, comment. Parce que ce gars avait justement cette approche complètement différente. Et vous en parlez dans votre livre. Il y a 2 sortes d'avocats. Il y a ces avocats qui arrivent et qui sont en fait en mode pitbull et qui vont vous agresser et limite traumatiser la plupart des jurés.
Et puis alors vous avez ces avocats, des vrais ténors qui eux en fait vont chercher le côté que personne n'avait vu, vont chercher la petite faille derrière, mais surtout vont embarquer l'audience avec eux. Et ça je trouve que c'est une approche dont on parle très peu à ce niveau-là. Et cette série d'ailleurs, Perry Mason, c'est vraiment celle qui m'a inspiré pour ce chapitre qui s'appelle Faites entrer l'accusé, où effectivement je vais aller voir des pénalistes en cour d'assises, etc. Et vous avez d'ailleurs un moment en parlant justement de ces avocats qui sont un peu plus dans la subtilité émotionnelle, vous en avez un qui est assez unique, qui révèle en fait son jeu de cartes émotionnelles, quelles émotions en fait il tente d'induire chez les jurés. Il y en a 6 qu'on peut découvrir justement dans le livre, et c'est assez, c'est assez nouveau. Généralement on garde ça un peu secret, on se livre pas trop, c'est de la stratégie vis-à-vis des confrères, des concurrents, et donc là il se livre un petit peu plus là-dessus, et effectivement c'est un contre-modèle à l'avocat un peu pitbull, extrêmement agressif. Et d'ailleurs tous un peu la même posture, ils sont on va pas donner de nom, mais on a tous un peu comme ça des images en tête et qui fonctionnent sur les mêmes registres. Oui, on peut faire aussi autrement, et c'est comme dans la vraie vie, lorsqu'on veut je pense quelque chose, ou lorsqu'on souhaite établir une connexion avec quelqu'un, ou qu'on tente juste de la convaincre, on n'est pas forcément obligé de lui imposer, on n'est pas obligé de la menacer, on n'est pas obligé de forcément une concession pour une concession. On peut le faire de manière plus subtile, de manière plus authentique, et tout ça crée après, j'allais dire aussi un relationnel qui dure, qui est endurant dans le temps, qui vous permettra plus tard de tisser des vrais liens qui vous feront avancer, qui vous feront vous développer, etc. Alors Christophe, je vous propose une petite pause musicale, et en fait en préparant l'émission, préparer bien grand mot, je vais vous expliquer après comment je l'ai préparée cette émission. Je vous avais demandé en fait de me donner 3 musiques qui vous interpellaient, en tout cas qui avaient une signification pour vous, et vous m'avez donné notamment Volée de nuit de Calogero. Donc moi je vous propose de prendre un peu de hauteur, un peu de recul par rapport à tout ce qu'on vient de dire, pour pouvoir mieux après replonger et repartir dans l'interview. Avec plaisir. Allez hop, petite pause. Christophe, nous revoici après ce petit vol au-dessus de l'humanité, parce que c'est vrai que quand on écoute la chanson de Calogero, comme il le dit, vu d'en haut, on a tous l'air les mêmes, sauf qu'en fait, on est tous différents. Et moi, l'image qui me vient, en fait, quand on parle d'émotions, c'est de se dire, on est tous composés des mêmes émotions, on va en parler, sauf que c'est comme les pièces d'un puzzle, elles ne sont pas assemblées de la même façon chez tout le monde, elles n'ont pas les mêmes formes, elles n'ont pas les mêmes couleurs, on est tous uniques, chacun d'entre nous, mais par bol, on est constitué des mêmes émotions. Alors, contagion émotionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, une émotion, c'est viral, ça peut s'attraper comme un virus. Au secours, docteur, est-ce qu'il y a un antidote? Est-ce qu'il y a un cachet contre l'émotion virale? Et donc, je voudrais bien qu'on revienne un peu sur la notion d'émotion. Est-ce que vous pouvez nous définir une émotion? Quelles sont les émotions de base? Et alors, une bonne fois pour toutes, ça sert à quoi ces satanées émotions qu'on nous a appris depuis tout petit à bien réguler, à ne surtout pas exprimer, alors aucune, même la joie. Mais donc en fait, ça sert à quoi? On les a, mais on ne peut pas s'en servir. Donc dites-moi, ça sert à quoi les émotions, s'il vous plaît? Alors, je vais prendre une image. Les émotions, c'est un peu comme ce sont des panneaux signalétiques. C'est un peu comme les panneaux signalétiques que vous pouvez avoir au bord des autoroutes. Elles sont là pour vous avertir de quelque chose. De quelque chose qui est en train de se produire ou qui va se produire dans très peu de temps. Après, dans la population, vous avez des gens qui tiennent compte de ces panneaux, d'autres qui en tiennent pas trop compte. Voilà. Ceux-là, imaginez, c'est comme sur l'autoroute, vous avez un panneau signalétique qui vous dit « Attention, virage dangereux, il faut peut-être un peu décélérer ». Ceux qui ne décélèrent pas augmentent la probabilité de se taper la rambarde un peu plus loin. Tout à fait. C'est exactement la même chose d'un point de vue psychique. Si on ne les écoute pas, ces émotions, parce qu'elles ont un rôle fonctionnel à la base, elles sont là pour vous rendre plus adaptable, pour mieux comprendre la situation dans laquelle vous êtes en train d'évoluer, et vous donner plein d'infos sur ce qui peut, à un moment, altérer votre niveau de bien-être. C'est ça une émotion, c'est une information aussi. Il fallait le résumer le plus simplement possible. Et donc ne pas tenir compte de cette information, c'est quelque part se tirer une petite balle dans le pied, se dire je passe peut-être à côté d'un super dossier important qui pourrait m'amener à un niveau de bien-être top, à me rendre hyper adaptable dans cette situation, etc. Donc c'est ça une émotion. Après, ce qu'on constate, c'est que quelquefois, vous avez aussi des émotions dysfonctionnelles. On sait qu'aujourd'hui,
allez, inquiétude, angoisse, peur sur 10, donc 9 peurs sur 10, sont totalement fantasmées. C'est un peu des décors en carton-pâte à la Ray Harryhausen des années 40, donc des choses qui tiennent un peu, voilà, qui sont fictives, qui sont peut-être beaucoup trop intenses ou peut-être trop faiblement intenses, déconnectées, qui ne devraient pas arriver à ce moment-là, mais qui arrivent quand même à ce moment-là. Et votre cerveau se fait avoir à chaque fois. En fait, quand c'est une fausse peur, lui, il croit que c'est une vraie peur. Et comment peut-on faire la différence entre une vraie peur et une fausse peur? Alors, pour filtrer tout ça, pour être capable de faire cette différence, il faut, entre guillemets, il faudrait maîtriser une compétence qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. On se rend compte que les individus doués de cette forme d'intelligence-là sont capables de faire le tri et de se dire, ok, là, je sais quand repérer ou quand je suis face à une vraie peur, ou à une vraie surprise, ou à un vrai dégoût, ou à un vrai refus, ou à un vrai rejet social, etc. Si vous êtes peu doué de ce type d'intelligence, derrière, en fait, tout vous arrive comme ça, brut de décoffrage, il n'y a pas de filtre qui s'opère, et derrière, votre cerveau, il se fait avoir comme un bleu. Et il va sortir, j'allais dire, le bazooka pour tuer une mouche. Parce que c'est très énergivore en fait de devoir gérer une émotion intense. Vous avez tout un tas de zones dans le cerveau qui s'activent. Vous avez physiquement aussi une mobilisation qui s'opère. Si à chaque fois vous réagissez à tout intensément, au bout d'un moment vous allez totalement crever. C'est comme si vous conduisez en sur-régime avec votre bagnole, au bout d'un moment le moteur il va totalement être en surchauffe, il va péter quoi. Alors soit on rétrograde et on revient au point mort, soit on passe la deuxième et là on réagit d'une autre manière. Et on est beaucoup dans notre société à pas être capable de passer cette fameuse deuxième, puis cette troisième, etc. C'est-à-dire soit quand il y a une bonne émotion, on dit ok, je la prolonge, je reste sur cette autoroute émotionnelle là parce qu'elle colle à la situation et elle va me faire amener vers un objectif qui va être bon pour moi et aussi bon pour les autres. Soit derrière, je continue, alors que je devais descendre à Cassis, je continue jusqu'à Saint-Trope. Saint-Trope, c'est plutôt plaisant aussi. Mais bon, bref, c'était pas mon objectif. Je devais à un moment bifurquer sur cette... je devais prendre la sortie d'autoroute, je l'ai pas fait et je suis pas là où je voulais être à un moment. Et voilà. Donc on est sur des choses qui sont assez simples en fait à développer. On croit toujours que quand on parle de développement personnel, c'est compliqué, etc. C'est pas si compliqué que ça quand on le veut. Voilà. Ce qui est compliqué, c'est de le vouloir. C'est de se rendre compte que tiens, on a 2-3 petites carences là-dessus. Et c'est vrai que dans le livre, par exemple, moi j'ai mis un... Alors c'est pas du tout un livre de psychologisant ou un livre... C'est pas un manuel, comme vous l'aviez dit avant ça. Mais j'ai quand même voulu mettre 2 tests là-dedans, dont un qui est un test qui, en gros, vous dit si vous êtes plutôt Bob l'éponge ou Robocop en matière d'émotionnalité. Savoir si vous êtes plutôt hypersensible, vous imbibez de tout et vous n'arrivez pas à avoir ce filtre, ou si vous êtes un Robocop et que vous croyez être un super filtre, mais que vous l'êtes en réalité pas, parce que vous conscientisez pas tout ça, et que derrière, vous vivez un peu difficilement ces émotions qui vous arrivent. Et juste pour compléter ce que vous me disiez précédemment sur contagion émotionnelle, effectivement, comme un virus, ce virus, il peut être bénéfique comme il peut être toxique. Et il se transfère vraiment d'un individu à l'autre de manière très très rapide. Quand je dis rapide, moi j'utilise c'est ce petit exemple. C'est une expérience célèbre qui a été menée sur Cassius Clay, Mohamed Ali. On disait, tiens, il fallait à ce boxeur célèbre 230 millièmes de seconde pour repérer et réagir par un coup de poing un signal lumineux. Vous mettez 2 personnes dans une pièce qui commencent à discuter, il leur faut à peine 21 millièmes de seconde, c'est le temps de projection d'une image au cinéma, pour que leur corps et leurs émotions synchronisent. Donc 10 fois moins de temps que Cassius Clay. Donc voilà, c'est un phénomène qui s'effectue de manière très 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 rapide. On a tous été contaminés, on a tous contaminé d'autres personnes. Moi, la question que je soulève vraiment dans ce livre, c'est on veut être quel type de contaminateur ? Ouais. Et c'est quoi l'empreinte émotionnelle qu'on veut laisser sur cette petite boule bleue ? C'est ça l'objectif de ce livre. Est-ce qu'on... on a aujourd'hui un examen de conscience par rapport à notre empreinte carbone. On peut avoir ce même examen de conscience par rapport aux émotions qu'on projette, qu'on émet constamment. Et est-ce qu'on veut être émetteur d'émotions toxiques qui peuvent faire beaucoup de mal aux autres et par effet miroir nous faire beaucoup de mal, ou est-ce qu'on veut être plutôt
promoteurs, émetteurs d'émotions bénéfiques qui vont créer des dynamiques ici et là, que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit ailleurs, dans le sport, etc. Voilà, donc là, il y a un vrai choix à faire parce que je pense qu'aujourd'hui, l'humanité, d'un point de vue psychique et émotionnel, est vraiment en danger. Donc ça, c'est un signal d'alerte que je lance aussi dans ce bouquin, même si ce bouquin est un vrai livre d'espoir. Mais c'est de se dire, on est rentré dans une période, depuis quelques années, qui est d'un point de vue émotionnel pas très folichonne. Je parle même d'ailleurs d'un concept, le hum émotionnel négatif, donc HUM. À la base, c'est une notion, c'est pour décrire une espèce de bourdonnement qu'on entend ici et là sur ce globe, et qui est interprété par certains catastrophistes comme un signe avant-coureur de la fin des temps. D'ailleurs, ils ont rebaptisé ce bruit qu'on entend ici et là, la trompette de l'apocalypse. Tout ça pour dire que, en gros, on tape dans les ressources de la Terre et que derrière, elle se rebiffe. Là, le 29 juillet, c'était le jour du dépassement. On a trop consommé de poissons, de terres agricoles, déforestation, etc., que ce qu'on ferait en une année. Donc là, à un moment, la Terre se rebiffe. Moi, j'ai repris cette notion-là d'un point de vue plus psychologique et dire, aujourd'hui, on a une surémotionnalité négative qui a pris le pas dans notre société et qu'il faut absolument renverser parce que derrière, cette surémotionnalité toxique, négative, elle amène les individus à expérimenter des troubles psychosomatiques, de l'hyperglycémie, de l'hypertension, à affaiblir leur système immunitaire, à les mettre en danger en fait, aussi d'un point de vue santé physique. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour renverser tout ça ? Il y a tout un tas de clés que j'essaye de donner dans le bouquin. Alors, c'est vrai que le livre, en fait, vous disiez, c'est pas un manuel de développement personnel. Moi, par contre, je l'ai vu comme un livre miroir. Parce qu'en fait, quand vous le lisez, eh bien, vous allez de toute façon aller y chercher quelque chose qui vous parle. Alors peut-être qu'on est plus dans le premier chapitre ou dans le deuxième, mais il y a de toute façon quelque chose qui va vous parler, qui va faire écho chez vous, soit d'une situation connue, soit qui va aller interpeller en disant « Ah tiens, là ça me gratouille, là, donc si ça me chipote, c'est qu'il y a un truc... » Alors, soit que j'ai envie d'aller voir, soit que j'ai pas du tout envie d'aller voir, donc c'est justement à ce moment-là qu'il faut y aller. Mais la chose la plus importante, et on revient à ce qu'on disait il y a quelques minutes, c'est que les émotions négatives, malheureusement, sont d'autant plus virales et se transmettent beaucoup plus vite qu'une émotion positive. Et quand on repense à la manière dont on a été élevé la plupart du temps, et en tout cas à ce que la société nous renvoie, mais on nous a appris depuis tout petit à surtout pas exprimer nos émotions. Un enfant, ça pleure pas. Un enfant, ça peut pas se mettre en colère. On peut pas crier. Pourquoi t'as peur ? T'es une mauviette. Et alors la joie, s'il te plaît, si tu pouvais la donner, mais pas trop parce que tu vas déranger ceux qui sont à côté de toi. Et donc, à part les enfants, quand ils sont vraiment en bas âge, avant qu'on commence à leur mettre ces casseroles, ces couvercles là, sur la casserole émotionnelle, ce sont encore les seuls qui sont purs, je vais dire, et qui livrent leurs émotions au moment où ils le livrent. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que quand vous voyez un bébé qui rigole, en fait, on ne peut pas s'empêcher de rigoler aussi. Par contre, vous voyez un bébé qui pleure, d'office, ça vous met en contact avec cette émotion. Et donc, l'émotion, c'est quelque chose qui se transmet, vous l'avez expliqué. Et en fait, moi, j'ai envie de voir avec vous aussi tout ce côté, comment est-ce qu'on peut intégrer l'émotion. Alors, attention, grand sujet dans le monde de l'entreprise. Comment pouvons-nous faire cohabiter du management avec de l'émotion ? Comment peut-on arriver le matin dans l'entreprise en disant « Eh ben non, aujourd'hui, je vais pas bien » à la question du « Comment tu vas ?» Ou d'ailleurs, quand on la pose, on se fout royalement de la réponse que la personne va vous donner. C'est de la politesse pure et dure. Donc, on parlait de l'écoute active tout à l'heure. Je te demande comment tu vas, mais en fait, surtout ne me réponds pas que tu vas pas bien. Limite, on fait la phrase complète. Comment tu vas bien ? Comme ça, on est sûr que l'autre ne va pas nous contaminer. Et donc, on est justement à l'heure actuelle dans cette ère où on voudrait humaniser les entreprises, où on voudrait ramener l'humain au centre de l'entreprise. Et puis, d'un autre côté, mais enfin, pas trop quand même, parce qu'il ne faut pas contaminer les autres. Donc, comment on fait ? Et là, je m'adresse vraiment aux managers, aux dirigeants d'entreprise, aux gens qui ont des petites PME avec 1 ou 2 employés. Comment on peut arriver à conjuguer entreprise, monde du travail et émotion ? Alors, je vais vous répondre en plusieurs fois. Allons-y. Et pour ça, je rebondis sur l'image que vous aviez de l'enfant. D'ailleurs,
quand on parle de tiens, il faut retrouver l'enfant intérieur, on souhaite, bah oui, c'est ça, c'est cette condition-là qui fait qu'on est aligné avec soi-même. Mais je vous donne cet exemple. Moi, j'ai une fille qui est ma fille aînée qui est hypersensible et qui, sa première année de maternelle, elle n'avait pas envie d'y aller, etc. On sentait que ça l'oppressait, il y avait tout un tas de choses, mais elle n'arrivait pas à mettre des mots là-dessus. J'ai un peu discuté avec la maîtresse. Et il se trouve qu'après, ils ont mis en place un système d'émoticartes, donc avec des émotions de base, joie, colère, dégoût, tristesse, etc. Et puis vous aviez sérénité, bon bref. Et l'enfant devait, avant de rentrer dans la classe, eh bien, tirer la carte qui était celle qui symbolisait finalement l'émotion qu'il ressentait à un moment. Donc c'était facile à reconnaître, c'était des formes de smiley, etc. Et prendre cette carte et la mettre à côté de son prénom. Eh bien, le jour où cette mesure a été prise, où ça a été mis en place ces espèces d'émoticartes, eh bien, elle n'était plus du tout stressée. Elle pouvait mettre un mot sur ce qu'elle ressentait. On est, et surtout en France, mais j'allais dire globalement dans les pays occidentaux, on est vraiment en manque de capacité à labelliser ce qu'on ressent. Et le simple fait de mettre un mot sur nos ressentis, nos sensations, est déjà en fait en soi une partie de la solution. Et ça, même en entreprise, on pourrait faire ça. Oui, parce que je vous coupe, l'exemple que vous venez de nous donner pourrait très bien apparaître dans la salle café le matin quand vous arrivez. Exactement. Et où chacun aurait une espèce de badge à poser en disant ben voilà, aujourd'hui, entre guillemets, c'est lâche-moi parce que je suis en colère, quoi. C'est ça. Donc, c'est qui s'y frotte s'y pique. Et je pense que ce serait en effet, alors c'est tout bête et parfois c'est les idées les plus simples qui sont les meilleures, et proposer ce genre de choses dans les entreprises, de dire mais laissez vos employés, laissez vos collaborateurs, et ou même le patron, parce que le patron aussi il a des émotions, et laissez les personnes s'exprimer, ou en tout cas afficher réellement et ne pas foutre le masque, comme on disait tout à l'heure, de je vais travailler donc je mets le masque, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Non, parfois je vais pas bien et foutez-moi la paix, quoi. Et il y a une entreprise, un exemple concret là-dessus du coin, qui avait mis en place un système, moi je trouvais ça top et qui marchait. Vous aviez une salle avec chaque mois une œuvre d'art différente, plutôt généralement en grande, en 4x3 comme ça. Et les salariés étaient invités à aller là-bas. C'était un peu une salle de repos, de relaxation. Et ce qui se passait, c'était que les salariés verbalisaient en fait. D'abord, on s'exprimait un peu sur artistiquement, qu'est-ce que tu trouves, comment tu trouves cette toile, les techniques de peinture, de machin, bon bref, des choses comme ça. Est-ce que t'aimes pas? Tout ça permettait en fait de glisser après vers des problèmes concrets d'entreprise. Donc les gens m'ont dit ah oui, parce qu'à un moment ils avaient ouvert juste les vannes d'une expression émotionnelle, alors vis-à-vis, dans ce cas-là, d'une œuvre artistique, et derrière se dire ça avait débloqué quelque chose, décadenasser quelque chose, et se mettait après à parler posément et calmement en fait du problème du moment. Et donc ça, voilà, c'est très très simple. Après, pour aller un petit peu sur des choses encore un peu plus poussées, nous on a développé pendant 2 ans avec mes équipes à EM Lyon, mes équipes de recherche, en fait, un outil qui s'appelle QE Pro, QE pour quotient émotionnel, Pro professionnel, qui est un test d'intelligence émotionnelle qui est spécifiquement dédié aux managers et aux dirigeants, donc la population dont vous me parliez précédemment. Détecteur de gros cons, c'est ça? Un peu, parce qu'il se trouve que les individus qui ont des scores très faibles au niveau de ce QE Pro sont des personnes, en règle générale, qui sont extrêmement toxiques, machiavéliques, etc. Donc, à contrario, des personnes avec un score élevé sont des personnes qui ont, pour reprendre cette expression de Bakri, qui ont le goût de l'autre et qui, quand ils ont à prendre une décision, prennent en compte dans la balance finalement l'autre, l'état de l'autre, et quelles vont être les conséquences de mes actes sur autrui. Ce qui est un peu le rôle du manager, parce que si on prend l'étymologie de manager, c'est ménager. Ménager, c'est prendre soin donc prendre soin de l'autre. Quand on a compris ça, c'est l'ADN du il faut peut-être mettre ça aussi en pratique. Donc on a mis cet outil en place qui a un vrai succès aujourd'hui, qui est utilisé par plein d'entreprises dans différents secteurs d'activité. Ça peut aller du BTP au pharmaceutique, en passant par, la com, etc. Et qui est vraiment diffusé. L'idée, c'est que ce soit diffusé au maximum, parce que c'est un outil qui est le point de départ de programmes de développement personnel qui font que, à un moment, on évolue. On peut évoluer sur notre capacité à gérer les émotions,
notre capacité à capturer les émotions, à les traiter intelligemment dans le cerveau. Tout ça, ça se travaille, ça a un nom, c'est plasticité cérébrale. Vous avez des chercheurs, notamment à Louvain, qui ont publié des choses là-dessus, qui vous montrent que voilà, quelquefois en 2 jours de formation, on peut déjà avoir des premiers effets en termes de développement personnel, etc. Donc il y a ça, on a aussi, moi je fais partie d'une start-up qui existe depuis quelques années maintenant, qui s'appelle Moodwork. Et on a créé plusieurs choses. On a créé par exemple des apps, donc des applications pour smartphone, que ce soit iOS ou Android, dont une qui s'appelle Dr Mood, DR plus loin Mood, M-O-O-D, Mood c'est l'humeur. Je l'ai testé, Quentin l'a testé, voilà. Et alors je peux vous dire que ça tombe tip top quoi. Voilà. Et donc ça on l'a créé, on l'a conçu avec une chercheuse à Louvain. Oui, il faut un Belge complètement taré pour faire ça avec vous quoi. Et un Français qui est pas tout juste. Tout autant. Et derrière d'ailleurs cette app, elle a été faite et pensée de manière totalement philanthropique, c'est-à-dire que derrière il n'y a pas de pub, c'est gratuit, c'est étrange pour un prof en business school et tout de faire ça, mais l'idée c'était justement cette application en moins d'1 minute par des questions et psychologiques et des questions corporelles vous permettre de reconnaître l'émotion qui est en vous, et vous avez à peu près une 20aine d'émotions qui sont détectables par l'application, derrière de vous dire quels sont les bénéfices et les inconvénients à ressentir ce type d'émotion. Et derrière, si nécessaire, à vous donner des outils qui sont faciles à mettre en place au boulot, dans la rue ou chez soi pour réguler cette émotion. Donc on a fait ça, et pour les entreprises en particulier, on a créé un logiciel qui s'appelle Moodwork, une plateforme pour les salariés où en moins de 5 minutes, vous passez un test, vous avez une espèce de bilan de bien-être et qui va vous faire ressortir tous les facteurs à risque et les facteurs de bien-être. Vous dire tiens, il faut travailler là-dessus, et vous allez avoir des programmes qui vont durer plusieurs semaines qui ont été conçus, donc il y a des vidéos, des exercices à faire, donc il y a un vrai suivi comme ça, mais tout automatisé. J'allais dire, le principal c'est pas que de faire l'application, c'est pas que de donner cette formation, c'est tout le suivi et l'accompagnement qu'il y a derrière évidemment. C'est ça. Et donc là vous avez ça, et d'une certaine manière on a voulu prendre le problème à l'envers et dire attends, des fois quand ça vient de la hiérarchie, quand on vous impose un truc, on vous dit tiens il faut que tu ailles voir le psychologue du travail, au métier. C'est pas évident quand on n'est pas bien d'aller ouvrir, de franchir cette porte. De demander de l'aide. Voilà, de demander de l'aide, de la rendre presque publique d'une certaine manière, ou d'aller voir. Là, non, c'est un outil où on autonomise le salarié. L'entreprise te donne accès à ça, et après, voilà, c'est toi. Chacun a son compte, c'est anonyme, c'est confidentiel. On peut, alors bien sûr, si vraiment on n'est pas bien, il y a un bouton warning et on peut chatter avec des psychologues du travail ou autre. Mais n'empêche qu'on peut prendre, entre guillemets, son destin psychique en main. Et on peut déjà régler plein de choses, rien qu'en utilisant comme ça, chez soi, ou au travail, à un moment, ce logiciel-là. Et donc, nous, on voulait vraiment faire une sorte d'empowerment en termes de développement personnel. Donc moi, c'est vraiment... C'est mon combat. Et j'ai envie, aujourd'hui, que les managers aussi prennent conscience parce qu'ils ont un poste hiérarchique dans l'entreprise, qu'ils ont plus de visibilité que les autres, donc ils bénéficient d'un degré d'attention qui est supérieur, et donc que les émotions entre eux et les autres se transmettent plus facilement, de manière à longue portée en plus, qui conscientisent juste qu'ils ont un rôle à jouer. Vous aviez, je reste dans mes références, vous aviez dans Spider-Man, vous disiez tiens, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oui, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités psychiques vis-à-vis des autres. Et donc là, qu'est-ce que tu fais des émotions que tu émets? Quel type d'émotions tu émets? En travaillant son intelligence émotionnelle, j'allais dire qu'on devient un pourvoyeur d'émotions bénéfiques pour ses équipes. Alors Christophe, il nous reste quelques minutes. Je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez parlé tout à l'heure. C'était, j'avais 2 rêves quand j'étais gamin. J'en ai réalisé au moins un, puisque l'autre, techniquement, c'était un peu difficile. Et en fait, je voudrais juste revenir là-dessus. En fait, je vais vous donner mon petit exemple aussi. Quand j'étais petite, en fait, moi, je voulais être soit fermière, soit vétérinaire. Alors aussi dans une famille de profs, cadrés, machin, fonctionnaires et autres, vous imaginez bien, fermière ou vétérinaire. Et donc, vétérinaire, c'était pas possible parce qu'on m'a demandé un jour, mais si un jour tu dois être un animal qui souffre, est-ce que tu seras capable? Non, ça c'est clairement non, donc ne fais pas ce métier-là. Et fermière, ma foi, ça s'est pas fait. Et en fait, j'ai 47 ans depuis quelques jours, et
j'ai réalisé mon rêve en fait de manière totalement détournée, à savoir que maintenant j'habite à la campagne, j'ai des chèvres, j'ai des moutons, j'ai des cochons, chiens, chats, mari, enfants, donc voilà, j'ai la totale. Et en fait, je travaille avec mes animaux en développement personnel, donc je fais de la caprithérapie, de la scrophathérapie, donc je travaille avec les truies. Et ce que je voulais dire en fait, et d'utiliser, ce serait peut-être le mot de la fin, comment nos émotions, en écoutant nos émotions, on peut arriver à réaliser nos rêves et à aller au-delà de toutes les barrières qu'on se donne, qu'on nous donne, vous savez, ces fameuses pensées limitantes et les peurs dont vous parliez tout à l'heure, les fameuses peurs qui n'existent pas. Comment on pourrait donner ce message d'espoir, je veux dire, terminer sur une note hyper positive. Et dans le livre, d'ailleurs, vous en parlez un petit peu aussi, comment arriver à se décontaminer de toutes les émotions négatives. Comment on peut dire ici aux auditeurs, mais si vous avez un rêve, mais allez-y, foncez et suivez vos émotions, suivez votre instinct. Un rêve, il est souvent accompagné d'une émotion très très forte. C'est-à-dire que quand on rêve d'un truc en particulier, il y a des fois on a les poils qui se dressent, on a la chair de poule, rien que d'y penser, parce que c'est chargé, c'est fortement d'un point de vue émotionnel. L'émotion, c'est mettre en mouvement. Donc l'émotion, en fait, c'est quelque chose qui est assez aidant pour réaliser ses rêves. Donc garder ces émotions-là, c'est ok, là j'ai ça, je ressens ça très fortement. L'émotion, c'est quoi? Elle va vous dire, tiens, là, il y a un choix binaire à faire. Tu vas à gauche ou à droite. Tu choisis le rouge ou le bleu. Derrière, il y a la notion de choix. Et je vais aller encore plus loin, il y a la notion de choix de vie. Eh bien, moi, j'ai envie de dire à vos auditeurs, quand c'est comme ça intense, quand ça s'impose en vous, laissez couler. Derrière, vous allez avoir une préférence qui va naître. Suivez cette préférence-là. Écoutez-vous, en fait. Écoutez-vous. Et ce chemin. Et s'écouter, on a des sensations des fois déplaisantes, très fortes, on le ressent. Il y a une gêne. Et des fois, c'est quelque chose de plaisant. Ah ouais, mais là, je suis bien dans ce que je suis en train de faire, ou je suis bien dans ce que je vais faire, et là, qui s'annonce. Allez vers cette direction-là, c'est cette deuxième option. Évitez tout ce qui peut, à un moment, quelque part, c'est des signaux d'alerte. Quand c'est très déplaisant, quand il y a une grosse gêne, c'est dire, c'est peut-être pas fait pour toi, c'est peut-être pas en résonance avec toi. Mais si on se coupe de ça, si on se dit tout ça c'est du bullshit, c'est un espèce de truc biaisant, etc., on passe à côté de ses rêves. L'émotion, elle a qu'une envie, c'est de vous amener vers vos rêves, c'est de vous faire vivre vos passions. La passion, en fait, c'est un cumul de plein d'émotions intenses qui vont dire, attends, des fois je te mets un peu à droite, des fois un peu à gauche, là je te fais avancer un peu plus vite, etc. Donc mais suis-moi, parce que c'est moi je suis un espèce de GPS intérieur pour toi. Et d'ailleurs bien plus fiable que le GPS que vous avez dans vos bagnoles. Oui, il n'y a pas besoin de réseau, il a pas besoin, on est connecté en permanence, c'est l'avantage. Et puis on est connecté à soi et on est connecté aux autres. Parce que quand on parle de contagion émotionnelle, il faut juste comprendre que l'humanité, c'est quoi? C'est un grand tout émotionnel. Et que vous ressentez d'une certaine manière, chacun d'entre nous, là, en petites particules de ce grand tout, on ressent ce qu'est ce grand tout. Et donc à un moment, il y a des tendances, il y a des choses comme ça, il faut un petit peu s'en imbiber, et derrière se dire, je vais peut-être, ça va peut-être m'amener vers quelque chose de positif. Derrière, je peux être acteur, compositeur de mon destin, simplement en se laissant guider d'une certaine manière par cette information-là. On est tous des Starsky Hutch, et l'émotion, c'est notre Guy les bons tuyaux. Regardez des références bien de notre génération. Mais voilà, je laisse. Alors je m'excuse auprès de vos jeunes auditeurs parce que ça va peut-être un peu moins leur parler. Mais l'émotion, elle est à la base aidante. Travailler aussi son intelligence émotionnelle, c'est gérer mieux son stress. On sécrète moins d'hormones de stress, de cortisol, notamment en situation stressante. On est 3 fois moins sujet au burn-out. On a moins de troubles psychosomatiques. On digère mieux, on dort mieux. On a une employabilité qui est plus forte. On a une vie de couple beaucoup plus harmonieuse si on se met à travailler cette forme d'intelligence. On a plus confiance en soi. On prend de meilleures décisions dans la vie, notamment lorsque ce sont des décisions un peu à enjeu, qui sont un peu complexes. Quand vous êtes à un carrefour de vie, que ce soit sur de la reconversion, que ce soit sur un choix d'un partenaire pour un couple, etc. En fait, c'est cette espèce de petite voix intérieure là, ça. qu'on se dit toujours, on l'appelle intuition, comme on veut, mais c'est le truc où après on se disait, mais oui, mais je le savais, pourquoi je ne l'ai pas fait, pourquoi je ne me suis pas écoutée? En fait, parce qu'on s'est coupé. Et on passe notre vie à dire, tiens, j'aurais pu la jouer autrement. Mais non, mais oui. Mais moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est d'être en posture méta. Notion un peu comme ça en psycho, mais dire, oui, mais lorsque tu fais quelque chose, essaye de délivrer
ce que tu as à délivrer, de prendre, voilà, de mener ton action à bien, et en même temps que tu mènes ton action, que tu prends ta décision, toujours rester ouvert. Avoir les écoutilles ouverts, comme dit le célèbre poète voilà. Jean-Claude. Jean-Claude. Derrière, voilà, est-ce que cette action, finalement, elle résonne avec ce qui se passe? Est-ce qu'il ne faut pas à chaque fois que je modifie 2-3 petites choses? Alors, il y a très peu à pouvoir le faire. Il y a très peu de gens, voilà, c'est moins de 2% de la population qui arrivent à être en posture méta, c'est-à-dire à délivrer quelque chose et en même temps à modifier en direct live ce quelque chose, parce que on écoute voilà, tout ce qui se passe autour. C'est comme quand vous délivrez un speech, hein. Si vous voyez que dans votre auditoire, les gens froncent les sourcils, il y a une incompréhension, etc., plutôt que de tout déballer et de dérouler le truc que vous aviez prévu, vraiment s'arrêter et rebondir sur s'arrêter, modifier, corriger et continuer, quitte à faire quelque chose d'un peu différent, mais qui fera que vous serez en résonance avec votre environnement. Et pour revenir sur la chanson de Calogero, parce que ça me vient maintenant, mais pourquoi je vous avais donné cette chanson-là? D'ailleurs, je le remercie à la fin du livre, j'ai écouté du Calogero. J'étais pas à la base, j'étais pas forcément fan de Calogero ou quoi. C'est mon petit dernier qui, en l'écoutant, me disait papa, je veux ça. Et donc j'ai acheté le CD. Et puis je crois il écrivait plutôt bien ses textes. Et il dit à un moment une chose essentielle et qui aussi est un facteur de motivation dans ce que je fais dans la vie. Il dit faut être capable de voir le monde d'en haut sans le prendre de haut. Et l'intelligence émotionnelle, je crois que c'est ça, c'est être capable d'avoir une espèce de vision en contre-plongée, de détecter plein de choses sans être déconnecté en fait de ces choses-là, sans être déconnecté de l'autre et sans avoir comme ça des postures outrecuidantes ou d'être dans un espèce de truc de supériorité comme on aime bien en France. Lorsqu'on a un statut, tout de suite boum, on crée de la distance, c'est froid, c'est machin, et au final on se... Et là je parle aux dirigeants, aux managers, vous déconnectez de la base et finalement vous vous enfermez dans un truc. Vous comprenez même plus l'organisation, vous prenez plus le pouls. Où on a plus connecté à... Et les bons patrons, les bons dirigeants, les bons managers sont ceux qui restent au contact du terrain et qui continuent à prendre ce pouls organisationnel au quotidien. Et je crois que dans nos vies, c'est la même chose. Ça peut être dans un couple, ça peut être dans plein d'univers différents. Il faut rester au contact. Et l'émotion, elle permet de rester au contact. Eh bien Christophe, alors j'ai deux options. Soit je vous kidnappe et je ferme la porte à clé vite fait. Je vous garde encore pour 3 heures d'interview. Alors ne me tentez pas parce que je ne suis pas loin de le faire. Mais malheureusement, vous avez des impératifs après. Et puis je pense que si je dis à Joachim que je fais une nocturne sur mon émission, il ne va pas être content. Donc on va arriver vraiment au terme de cette émission. Alors je rappelle donc votre bouquin La contagion émotionnelle aux éditions Albin Michel. Franchement, mais lisez-le. Alors, vous l'offrez à vous, c'est un super cadeau. Et vous verrez que c'est le genre de livre, moi la poule patitude en fait que j'avais avant, j'y retourne régulièrement. D'ailleurs, ça m'a permis de faire des formations, j'ai calqué, je vous ai cité, voilà. Heureusement, vous n'avez pas mis un copyright dessus, parce que franchement, vous intervenez dans pas mal de mes formations et celui-ci va bientôt arriver aussi en tête de liste dans les formations. Donc en fait, moi je voulais vous dire, alors 1000 merci déjà d'avoir accepté de participer à cette émission, d'avoir accepté de me rencontrer. Merci de m'avoir invité. Mais voilà, c'est vrai que je me suis dit, le jour où je vous ai envoyé le message, je me suis dit, écoute, teste quoi, t'as rien à perdre, tout ce que tu risques, ceux qui te disent non, ouf, vous avez dit oui, donc magique, ça m'a permis de venir ici à Lyon. Alors je remercie également très rapidement, parce que pour vous rencontrer, en plus j'ai dû faire un parcours du combattant, parce que je suis passée par Albin Guyot, qui est le responsable de Technique du Futur ici sur Lyon, qui m'a mis en relation avec Bardemir, c'est ça que je... Oui. Et Christophe... rappelez-moi, Monsieur Pic. Thierry Pic, oui. Voilà, qui sont donc les responsables ici de Silex M Lyon, pour pouvoir faire une interview, puisque Limoges, Lyon par téléphone, ça n'allait pas le faire, donc on préférait quand même le faire en live. Donc voilà, je voulais remercier vraiment toutes ces personnes avant. Vous remerciez vous. Et alors, je vais faire ma petite séance de coaching et je vais juste vous demander de résumer notre entretien et notre rencontre en 3 mots. Et de me donner votre baromètre émotionnel au terme de cette interview. Écoutez, je crois que cette rencontre, elle est dans le prolongement de la première fois où vous m'avez contacté via les réseaux sociaux. Et moi, j'ai tout de suite senti quelque chose de très positif. Donc ça reste, c'est bien. Et comme quoi, les premières impressions sont les bonnes. Sont souvent les bonnes lorsqu'elles sont émotionnellement teintées et guidées.
Et je suis heureux d'avoir discuté avec vous parce que je me dis, tiens, il y a peut-être même des choses à faire ensemble. Et d'ailleurs, moi j'aurais aussi des questions à vous poser, mais je vous les poserai en off, c'est plus ça, parce que synthétiser, moi après je suis déjà parti sur d'autres choses, mais quand vous me parlez de thérapie par l'animal, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ou en couple, tout un tas de choses aujourd'hui, des parcours classiques avec justement de la thérapie par l'animal et notamment l'équi-coaching. Donc ça m'intéresse beaucoup. Donc je pense qu'on a en fait des destins des parcours de vie assez proches, que ce soit dans notre connexion à la nature, que ce soit dans nos points de réflexion, que ce soit, on va de A à B, pas forcément en ligne droite. Non. Voilà, on a pris des chemins et tout, donc je pense qu'il y a une cohérence même dans ces deux parcours-là, et moi je m'en réjouis parce que voilà, dans la vie, il faut avoir des surprises, et c'est la surprise finalement qui, je crois prolonge un petit peu nos vies. Ok, et alors votre baromètre émotionnel là à la fin, vous vous sentez comment? Il est très positif et il est très chouette. Non, je vous dis, je suis dans le prolongement de mes vacances en Corse, donc voilà. Oui, en plus, c'est une transition. En plus, on est dans une pièce avec des petits poissons. C'est ça. J'ai pas fait exprès, mais voilà. Vous me rendez ma transition des vacances au boulot beaucoup plus évidente. Mais, tant mieux, c'est super gentil et franchement, moi j'ai passé un super moment. Je dis, c'est dommage que ça s'arrête. Je suis vraiment contente d'être venue à Lyon pour vous rencontrer, d'avoir fait ces kilomètres pour vous rencontrer. Et oui, je pense que c'est le début de quelque chose de professionnellement et peut-être amicalement derrière qui va naître. Donc, Christophe, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Je vous souhaite une excellente journée de reprise avec beaucoup de courage. Et on se revoit le plus rapidement possible. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.